Bonjour à tous. Alors, une pharmacienne peut en cacher une autre. Je prends toute la suite et celle-là aussi, elle va vous parler de dispositifs médicaux de plastique. C'est notre sujet de conversation à la pharmacie. Donc dans un hôpital, il y a beaucoup de dispositifs médicaux. Donc, du plastique, vous l'avez compris, de l'usage unique également. Donc là, on voit tout un panel de dispositifs médicaux, alors souples, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais là, on va parler de perturbateurs endocriniens. Et notre ennemi, dans ce cadre-là, c'est vraiment les dispositifs médicaux particulièrement souples. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc là, sur ce côté plastique et usage unique, Stéphie vous en a parlé, donc les déchets sont importants, donc le bilan carbone, et puis la toxicité liée aussi à ces matériaux plastiques dans l'environnement. Et ces risques, en fait, ils sont présents aussi pendant l'usage, après l'usage dans l'élimination, mais également pendant l'usage et dans certaines situations, notamment il y a un risque d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors pourquoi? Parce que ces dispositifs médicaux, et particulièrement quand ils ont une certaine souplesse, c'est beaucoup le PVC, hein, qui est chloropolyvinyle. En fait, c'est un dispositif, c'est un polymère. Alors c'est beaucoup le cas avec d'autres polymères, hein, mais celui-là particulièrement, on le craint beaucoup. Il y a ce polymère, et pour lui donner pas mal de caractéristiques, dont cette souplesse, on lui rajoute des additifs, un paquet d'additifs. Par exemple, pour une tubulure de perfusion en PVC, vous avez à peu près 30 à 40% de composés qui servent à plastifier, donc qui sont mobiles dans le matériau. Et sur 100 grammes de plastique, enfin de matériaux, vous avez 30 à 40% de plastifiant qui se balade et qui, à un moment donné, pense à une chose, c'est à sortir et à diffuser. Donc il se passe beaucoup de choses à l'interface entre le plastique et les fluides, les liquides avec lesquels ils sont en contact. Alors ça peut être un médicament perfusé, de l'oxygène qui passe dans le cadre de l'oxygénothérapie, ça peut être, quand c'est implanté, l'environnement en contact, ça peut être le sang quand on fait une dialyse qui passe à travers, etc. Donc il y a des échanges qui se produisent. Et on a regardé dans certaines situations ce qui se passait, donc qui partait. Alors là, je vous ai mis tout ce qui était dans l'autre sens aussi, hein, c'est les médicaments qui peuvent se mettre à la surface du plastique, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On va se focaliser sur ces additifs qui migrent dans les fluides en contact. Alors là, je vous ai mis un exemple parce que cette migration, elle est fonction de plein de paramètres. Déjà, du plastique en question, des produits qui y a à l'intérieur, il y en a certains qui restent dedans, il y en a d'autres qui sortent, des caractéristiques du dispositif médical, plus il va être important, plus la surface qui va être en contact avec le patient, on va dire de façon globale, plus ça va exposer, plus ça va migrer, plus ça va exposer. Du contenu qui est en contact, on sait que le propofol par exemple, des choses qui sont très lipophiles, c'est un autre inconvénient, parfois les choses très lipophiles vont attirer en fait ce qu'il y a dans le plastique pour pouvoir le garder et puis le diffuser au-delà. Et puis des paramètres environnementaux, plus il fait chaud, plus ça sort, plus l'environnement, plus ça reste en contact, plus le débit est bas, plus ça reste en contact longtemps, donc en fait plus on a d'exposition. Et je vous disais qu'il y avait beaucoup de fonctions aussi du produit. Par exemple, vous avez ici alors c'est des noms barbares, hein, quand on les dit en entier, donc on parle d'acronymes. On parle sous acronyme de DEHP, en fait ça c'est un phtalate. Hein. Le DEHP c'est un autre composé interphtalate, le DINCH c'est un autre composé, TOTM c'est un autre composé. Dans les mêmes situations en contact, où on a mis avec des tubulures avec un solvant qu'on a fait passer dedans, et on regarde en fait ce qui sort. Et on voit que ce fameux DEHP, là, il sort beaucoup par rapport à certains qui ont les mêmes propriétés, hein, mais qui sortent beaucoup moins. Et on verra aussi ce DEHP, c'est pas un truc sympa. Et en fait, on essaye de le bannir, mais malheureusement, on le retrouve dans beaucoup d'endroits. Donc, ces dispositifs, ces additifs, plutôt, est-ce qu'ils sont toxiques? Parce qu'à la limite, s'ils restent dedans, dans le plastique, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous importe, c'est de savoir une fois qu'ils vont sortir. Alors déjà, il y a ces fonctions du produit chimique qui est à l'intérieur, il y a des listes.
il y a des listes de produits qu'on appelle des CMR, donc des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, de catégorie 1A, alors ça c'est les plus dangereux, puis un B un petit peu moins, enfin probable, en tout cas pour l'homme, et puis voilà, on descend comme ça, mais 1A, 1B en fait, c'est pas terrible. Et puis il y a ces fameux perturbateurs endocriniens qui sont, je vais vous décrire rapidement ce que c'est, pourquoi on parle de perturbateurs endocriniens. Mais en gros, il y a des listes, alors ces listes, pour le moment, on n'en a pas, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, et c'est encore beaucoup en discussion. Sur les CMR, ça évolue beaucoup, on arrive à trouver des choses qui sont fiables. Sur les perturbateurs endocriniens, il y a beaucoup de présumés, de probables, etc. Et ça évolue beaucoup avec l'état de la science à l'heure actuelle. Alors, quid de la réglementation là-dedans? Alors, il y a des avancées. Certes, on progresse, là, depuis 2009, et particulièrement la France, vis-à-vis de ces risques, etc. La France, c'est vraiment elle qui tire les choses au niveau de la Commission européenne, etc., pour pouvoir faire avancer cette limite d'exposition. En tout cas, dans le domaine des dispositifs médicaux, la NSM a porté, dès 2009, elle a alerté et elle a dit attention, attention, elle a essayé vraiment de porter beaucoup de choses à la Commission. Ça a progressé depuis. Et dans le règlement européen de 2017, là, qui concerne les dispositifs médicaux, ils ont apporté une vigilance vis-à-vis de certains composés en disant attention, les fournisseurs, dans les dispositifs médicaux, vous ne pouvez pas mettre de composés CMR 1A, 1B ou perturbateurs endocriniens démontrés sur des listes pour le moment, hein, vous avez compris. Vous ne pouvez pas le faire avec des quantités de plus de 0,1% en masse. Donc, ça limite la quantité de ces produits-là qu'on peut mettre dans le dispositif médical. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, ils n'ont pas la même migration. Et puis 0,1 plus 0,1 plus 0,1 plus 0,1, ça peut aussi être embêtant pour des expositions dont on va parler derrière. Mais bon, il y a déjà une petite avancée, on progresse. Et s'ils veulent en mettre, ils doivent l'afficher sur l'emballage. Il y a des petits logos qui disent attention, il y a du DEHP là-dedans. Donc ça peut aider aussi à faire le choix s'ils respectent cette réglementation. Alors, elle date de 2017, mais elle est applicable depuis mai 2021. Voilà, et puis après, il y a des... voilà, elle est applicable, voilà. Mais c'est encore insuffisant, et vous allez vite comprendre pourquoi dans le cadre des perturbateurs endocriniens. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Déjà dans le système endocrinien, donc il y a des glandes qui produisent des hormones, et ces hormones, elles contribuent à beaucoup de choses. Elles participent au fonctionnement de l'organisme, alors au niveau de la reproduction, hein, sur les hormones sexuelles, au niveau du développement, au niveau des métabolismes, de la thermorégulation, de l'équilibre hydroélectrolytique, de la régulation infrasolaire. Elles agissent finalement, ou elles interagissent avec d'autres systèmes un petit peu partout. Alors on parle beaucoup des hormones thyroïdiennes en ce moment, parce que c'est des gros régulateurs, et notamment leur intervention sur le neurodéveloppement, c'est quelque chose de particulièrement important. Donc si on va perturber tout ça, eh bien il y a des risques qui peuvent être potentiels, hein, sur tout un tas de systèmes. Donc un perturbateur endocrinien, comme son nom l'indique, ça va perturber le système endocrinien. Alors il y a une définition qui existe, ils ont mis des plombes à se mettre d'accord sur cette définition. Ça a été vraiment... En 2002, il y a eu un pseudo-consensus qui s'est... alors, je dis tout ça, c'est aussi parce qu'il y a énormément de lobby derrière, et que tous les mots comptent pour mettre une définition, pour savoir ce qu'on va faire derrière sur les produits chimiques, et sur les produits chimiques de façon très très large. Donc ça, c'est assez fort en fait au niveau de ces pressions, en fait, y compris sur la définition. Donc là, l'OMS a dit, c'est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact chez sa progéniture. Hein, on va voir cette particularité, ça peut voilà, reporter de génération en génération ou au sein de sous-populations. Alors tous les produits qui peuvent agir ne sont pas des perturbateurs endocriniens, même s'ils ont une composition, ils peuvent aller sur le système hormonal. Ce n'est pas systématiquement que c'est des perturbateurs endocriniens, et tous les produits chimiques ne sont pas perturbateurs endocriniens. C'est quand ça a des effets néfastes démontrés.
Donc cette définition, elle est importante, parce qu'il va falloir positionner les catégories de produits, et entre les probables et les peut-être pas, etc., comme les publications sortent petit à petit, elles ne vont pas toujours dans le même sens, ça dépend comment c'est étudié, etc. Donc c'est vraiment des choses très longues à mettre en évidence. Il faut se mettre dans ce contexte-là aussi. Et puis la définition, elle date de 2002, et les premières suggestions, voilà, c'était plutôt dans les années 90 où on s'est intéressé à cette problématique-là. Donc ça reste assez récent. Alors comment ça va agir? Ça va agir à plusieurs niveaux sur le système endocrinien. Soit sur les récepteurs, ça va aller se mettre à la place de l'hormone, mimer, soit avoir des mêmes effets que l'hormone, soit avoir des effets différents, ou agir sur la synthèse de l'hormone, ou agir sur son transport à plusieurs niveaux, et puis entraîner des effets très différents et variés selon les produits. Et pour ça, donc comme ça agit à ce niveau-là, ça peut avoir perturber les grandes fonctions de l'organisme, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ça peut. Alors, d'autres éléments qui sont importants aussi à connaître quand on parle de perturbations endocriniennes, c'est qu'ils ont des particularités, mais ce n'est pas systématique. Des fois, on a tendance à globaliser, c'est-à-dire tous les perturbateurs endocriniens agissent à faible dose, etc. La plupart du temps, et parfois, et pas toujours. Donc c'est vraiment des particularités possibles, c'est encore tout également à démontrer. Mais la plupart du temps, ils agissent à faible dose, et ça va un peu à l'encontre des notions toxicologiques qu'on a, ces notions-là, de base. On dit, comme Paracelse le disait, c'est la dose qui fait le poison. Plus on monte la dose, plus c'est dangereux. On n'est plus du tout dans ce concept. C'est-à-dire que vous avez des actions déjà à très faible dose, et puis ce qu'on appelle des courbes, des réponses non monotones. Certains produits comme le bisphénol A par exemple, il est à très faible dose, il est toxique, à forte dose aussi, et puis au milieu ça va un peu mieux, etc. Vous avez des courbes un petit peu comme ça, en U, en pic, etc. Donc il faut vraiment étudier une dose très large et descendre très bas quand on fait des études in vitro, etc., pour vraiment montrer que c'est un perturbateur endocrinien. Et c'est pas parce que vous avez démontré qu'à force de dose, ça n'est pas un, que ça ne sera pas à très petite dose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, 0,1% en masse dans nos dispositifs médicaux. Oui, ok, intéressant, mais si on raisonne un effet dose, si on est sur des effets perturbateurs endocriniens, même des petites doses vont pouvoir avoir des effets, donc vous voyez déjà un petit peu les discordances. En plus, il y a beaucoup d'effets cocktails. Alors l'effet cocktail, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 plus 1, comme ils le disent là, peut être égal à 10. C'est-à-dire que vous avez certains produits qui n'ont pas des effets additifs, ils ont des effets synergiques. En fait, on va avoir amplifié la réponse. Et des fois, on teste un tout seul, il ne se passe rien, même à des petites doses. On met l'autre tout seul, il ne se passe rien, on ne voit rien. Et on met les deux ensemble, et c'est perturbateur endocrinien. Donc les effets cocktails, en ce moment, il faut les étudier. Autre chose qui est perturbant aussi, c'est qu'il y a une notion d'épigénétique et d'effets transgénérationnels. Ils ont démontré ça sur un certain nombre de produits. Alors sur le bisphénol, sur les souris notamment, c'est qu'en fait ça entraîne des effets sur l'ADN et que du coup des perturbations qui vont se garder d'une génération à l'autre. C'est le principe du distilbène, c'est des perturbateurs hormonaux où les grands-mères là ont été affectées, puis en fait leurs filles et leurs filles encore sur 3 générations par rapport à cette perturbation. C'est le même principe. Et puis enfin, il y a des fenêtres d'exposition et de vulnérabilité, et particulièrement les 1000 premiers jours de la vie, qui sont, alors on parle même un peu en amont sur la conception, des 1400 premiers jours maintenant, mais sur les 1000 premiers jours de la vie, c'est vraiment là où l'enfant se conçoit et où, en plus ça passe, ces perturbateurs, ils passent la barrière placentaire, donc en fait, où l'exposition peut être problématique à un moment donné au cours du développement de l'enfant. Donc il y a des moments d'extrême vigilance pendant la grossesse, et après la naissance, et particulièrement, nous, je vais rebondir là-dessus à l'hôpital, sur les services de réanimation néonatale et de néonatologie. Voilà. Alors là, je vous ai fait un tableau assez... je vous ai bien plombé. Et bon, après, à l'hôpital,
on va pas, on en a besoin des dispositifs médicaux et souples, etc. Et heureusement qu'on en a, etc. Et on ne va pas tous les pister parce que c'est potentiellement pas dangereux de tous les mettre au rouge. Hein. Donc en fait, là par exemple, vous voyez à droite, on va avoir une perfusion, on va avoir une intervention chirurgicale avec des dispositifs médicaux, voilà, et divers usages. On va avoir par exemple une investigation en cardio très courte, bon, il n'y a pas de chez un adulte, etc., il n'y a pas de souci. Là où il faudra être plus vigilant, c'est dans ces cas-là, les tout petits avec des multiples expositions, je reviendrai dessus. Les dialysés chroniques, par exemple, les gens qui ont pour lesquels on est en contact avec le plastique pendant longtemps, et puis éventuellement la femme enceinte hospitalisée, mais ça reste ça reste très court, et là c'est vraiment un risque quand même assez court en milieu hospitalier, assez limité en milieu hospitalier. Nous, on va se focaliser vraiment là-dessus, sur le petit bout là qui est en réanimation néonatale. Pourquoi ? Parce qu'il est exposé à énormément de plastique dans sa prise en charge. Alors, il y en a besoin, hein, c'est aussi ça va être une balance, hein, parce que c'est une question de survie aussi derrière. Donc on va voir comment on peut gérer ça. Donc c'est une fenêtre d'exposition et de vulnérabilité importante puisqu'ils sont petits et jeunes et on est dans la période de vulnérabilité. Il y a une immaturité de leurs enzymes qui fait qu'ils ne détoxifient pas vite. Et puis un environnement propice, comme je vous le disais, ça sort quand il y a la température élevée. Ils sont dans des couveuses à 37. On utilise de nombreux dispositifs médicaux, les débits sont faibles et en visuel, les tubulures souvent, donc ils sont très très à risque d'exposition et c'est le moment de la vie où il faudrait la limiter. Donc au CHU de Clermont-Ferrand et avec d'autres partenaires, on mène depuis 2013 des études qui ont été financées par la NSM pour étudier ce risque déjà, l'évaluer, est-ce que c'est potentiellement très dangereux ou pas, et comment on verra le limiter après. Donc on a fait beaucoup de choses, je ne vais pas vous décrire tout ça, c'est un projet qui a eu les Palmes de la médecine, et puis il y a une vingtaine de publications dessus qui sont sorties depuis. Nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans le dispositif médical, dans les dispositifs médicaux qui exposaient les petits, comment ça migrait, on a fait des modèles en laboratoire, etc. On a cherché, parce que la complexité, c'est que ces plastifiants, ces produits, ces additifs qui arrivent, ils s'appellent DEHP, DOTM ou autres dans la tubulure, mais une fois qu'ils sont dans le corps, c'est plus les mêmes. Ils font des métabolites, ils sont hydrolysés, oxydés, etc. Donc ils font plein de produits. Et on a testé les caractéristiques d'effets perturbateurs endocriniens et d'effets CMR de chacun de ces produits pour voir, et ils ont des particularités différentes en fonction de leur métabolite et ils sont plus ou moins dangereux. Donc ça, on l'a testé. Hein. Nos chimistes ont même fait les synthèses pour pouvoir tester ces produits-là. Et on a regardé chez les tout-petits ce qu'on retrouvait dans les urines. Donc le design, alors je vous montre la dernière étude pour vraiment vous montrer les grands effets. Donc, dans le service de réanimation néonatale du CHU, donc il y a eu, alors ici et à Lille, on a chaque jour récupéré les urines des tout-petits. Alors, dès ils arrivaient tout de suite, hein, après leur naissance en réanimation, ils étaient inclus dans l'étude. On récupérait leurs urines toutes les 24 heures, l'urine de la journée, bien sûr dans des contenants qui ne contenaient pas sans PVC, hein, pas hésiter. Et chaque jour, on recensait tous les dispositifs médicaux auxquels ils étaient exposés. Ils étaient analysés pour savoir ce qu'il y avait dedans, etc., et pouvoir voir la corrélation entre l'exposition par les dispositifs médicaux et ce qu'on retrouvait dans les urines. Et puis là, à la sortie, ils partaient en service de néonatologie, et juste avant qu'ils partent chez eux, on refaisait une analyse d'urine. Ils n'étaient plus exposés du tout aux dispositifs médicaux. Alors, il y a plein de résultats. Je vous ai juste fait un focus là pour finir sur des choses essentielles. Alors, ici, sur le graphique, c'est l'ensemble pour chaque... alors, C1 et C2, c'est C1, c'est le premier centre, C2, c'est le deuxième centre. Première partie à gauche, c'est la totalité des métabolites du DEHP.
tous cumulés en IQ, donc en unité de réanimation, hein, et après, une fois qu'ils sont sortis. On comparait en gros les expositions. On voit que systématiquement, dans les unités, le DEHP, il y en a beaucoup plus pendant la phase de réanimation qu'après lorsque l'enfant sort, et on est, là on revient à des taux normaux. Donc on arrive à faire comme ça la corrélation entre le dispositif médical et l'exposition réelle. Donc on voit qu'il y a nous on a vu qu'il y avait des différences entre les deux centres, hein, clairement où il y a déjà une dynamique il y avait déjà une dynamique instaurée depuis entre ARMED et ARMED Néo sur les perturbateurs endocriniens. Les petits sont moins exposés et il en reste encore parce qu'on verra qu'on n'a pas pu enlever tous les dispositifs. Et puis donc le DEHT qui est un composé qui migre beaucoup moins, eh bien, on voit qu'on en retrouve beaucoup moins dans les urines. Alors sachant que là c'est plutôt étonnant pour lui, on en retrouve plus après, il doit y avoir une autre source d'exposition qu'on n'a pas encore identifiée, qui n'est pas une source de dispositif médical. Et pour le TOTM, qui est vraiment celui qui migre le moins, qui est le plus intéressant de notre point de vue, hein, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs médicaux qui en contiennent, et pour autant l'exposition du patient elle est plus faible. Elle diminue en fait entre les deux, donc on voit bien qu'il y a une exposition, mais elle est très très faible et on est en dessous des doses acceptables journalières. Alors que pour le DEHP, 80% des petits sont au-dessus des normes acceptables journalières. Donc voilà, potentiellement pendant cette période-là à risque. Donc, alors ça vient d'où? Ça vient essentiellement le DEHP, il vient des dispositifs d'oxygénothérapie. Bon, il y a un peu des catégories médicaux et puis le TOTM des autres voies. Et enfin, donc pour conclure et expliquer la dynamique du CHU de Clermont-Ferrand, c'est de se dire on fait de la recherche, on a montré tout ça, et maintenant on fait quoi? Alors là, c'est le parcours du combattant, et c'est pas gagné, hein, parce que c'est pas encore gagné, mais on progresse. Mais on s'est dit, en 2018, là, vraiment les premiers pas, on va faire en sorte de limiter, de pouvoir choisir des dispositifs médicaux qui nous limitent cette exposition. Et donc mes collègues des achats de dispositifs médicaux, avec les équipes administratives des achats, on va essayer de faire des montages pour pouvoir intégrer ça dans les appels d'offres et avec cahier des clauses techniques. Et notamment intégrer une clause qui disait vous nous donnez les informations et puis voilà, nous on intégrera ça dans le choix. Eh bien, je vous le donne en mille, mais récupérer les informations. C'est un parcours du combattant, on n'y arrivait pas, et le risque c'était alors je vous le résume, hein, mais de ne pas pouvoir avoir des dispositifs pour traiter les patients. Donc là, pour le coup, il faut aussi qu'on puisse y aller doucement. Alors, on est dans un équilibre à ça, c'est-à-dire pas faire d'erreurs juridiques pour pas poser problème réglementairement et qu'ils puissent répondre, les fournisseurs, et pouvoir améliorer les choses derrière et faire un choix. Donc là, ils ont trouvé un montage dernièrement qui fait que, en fait, on va suivre l'exécution et qu'en fait, on les laisse, on leur demande de nous répondre, voilà, en disant qu'on peut les exclure a posteriori, après, si on n'a pas l'information, il y a un an, hein, après, pour pouvoir même plus pour faire ça 4 ans, après le marché. Et en fait, on se donne les moyens, parce qu'on a des outils analytiques pour le faire, s'ils ne nous donnent pas l'information, de contrôler, nous, le contenu. Donc là, on a lancé ce marché de perfusion pour la néonatologie, pour ça, pour se dire derrière, eh bien, on prendra les précautions qu'il faudra pour vraiment encore continuer encore. On ne lâchera pas le morceau. Hein. Nous sommes le seul groupement à aller aussi loin dans notre démarche. Mais les groupements nationaux, pour le moment, n'ont pas beaucoup bougé, mais ils sont en train d'essayer de changer un petit peu les lignes pour poursuivre. Mais vraiment, Femmes Modernes a été un précurseur là-dedans. Voilà. Je vous remercie de votre attention.